L'aviez-vous vu en train de violer? Non. Vous allez faire un effort, parler dans le micro. Oui, non, je ne l'ai pas vu. L'aviez-vous vu en train de violer? Non. L'aviez-vous vu en train de voler? Non. L'aviez-vous vu en train de piller? Non. Est-ce que vous avez vu M. Diakité en train de donner des instructions à une quelconque personne à l'effet de tuer, de piller, de violer au stade du 28 septembre? Non, la seule fois où je l'ai vu parler avec quelqu'un, c'est quand il parlait à Marcel, à la clinique, et qu'il fallait nous laisser rentrer à la clinique pour nous soigner. C'est la seule fois. Merci. Et vous avez eu à parler de la discussion chaude, très surchauffée, entre M. Abakar Diakité Ditumba et M. Marcel. Parce que Marcel s'opposait farouchement à votre admission à la clinique Ambroise Paré, avec la menace de faire exploser la clinique Ambroise Paré. Vous confirmez cela? Oui, tout à fait. Je pense que non seulement je le confirme, mais si vous demandez aux médecins et infirmières qui étaient de garde ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient présents, ils étaient sur le seuil, prêts à nous recevoir. Et donc, quand il y a eu l'altercation entre Marcel et Toumba, Marcel s'est opposé à plusieurs moments. Et quand ils sont revenus, il n'y a pas eu d'entente. Quand il a menacé avec la grenade, les médecins même ont fui. Et je pense que si on était rentré, il y aurait eu la catastrophe dans cette clinique ce jour-là. Et pendant ces temps, M. Tchegolo était présent. Tchegolo était sur les lieux. Il a essayé. Oui. Il a essayé de parler à Toumba un moment. Est-ce que était-il intervenu pour dissuader Marcel à l'effet de renoncer à son dessein criminel tendant à faire exploser la clinique? Je l'ai vu à un moment essayer de parler à Marcel. C'est de courte durée, mais il a essayé. Marcel n'écoutait personne ce jour-là. Okay. Donc, vous êtes formel que c'était bien Marcel. On peut demander au tribunal de le faire passer ici. Vous pouvez le reconnaître? J'ai dit que j'ai vu Marcel à l'intérieur du stade. Là-haut, je ne l'ai pas bien observé. Mais à l'intérieur du stade, puisqu'on est resté un moment où il tournait, il nous a frappé. Je l'ai vu me frapper, je l'ai vu frapper Sidia. Je l'ai revu sur l'esplanade où il a tourné pendant que Toumba était allé à l'intérieur du stade. Parce que Toumba nous a laissé la voiture, il est parti en courant vers l'intérieur du stade. Je l'ai revu. Et je l'ai encore vu plus clairement et Toumba était en train de lui parler par son nom. Je l'ai vu à la clinique. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir votre bourreau devant vous en plein jour et oublier son visage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui vous frappe, vous garderez cette image-là de lui. Merci. Surtout que vous n'êtes pas resté une minute avec lui. Plusieurs moments, on est resté avec lui. C'est bel et bien Marcel qui était là et qui nous a frappés. C'est bien Marcel. Et saviez-vous que, contrairement aux affirmations de bienfaisance dont le président Dadis a fait état ici, saviez-vous qu'il a fallu une médiation menée par les leaders religieux sous la direction du ministre Koutoubou Sano que le président Dadis a ordonné votre mise en liberté pendant que vous étiez à la clinique? Vous le saviez? Non, je n'étais pas dans le secret, mais lorsqu'ils sont venus, la délégation est arrivée, ils nous ont dit qu'ils ont vu le président du CNDD et que le président du CNDD a bien voulu accepter de nous laisser partir chez nous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, je suppose que c'est justement cette délégation qui a mené les négociations pour notre libération. Ça, c'était visible. Bon, s'il vous plaît. Bon, les techniciens, je pense que c'est tous ces trois micros-là, on n'entend pas bien. Non, ça marche. Ça marche. Bon, je vais prendre.
Celui-là? Il ne marche pas. Celui-là marche. Oui, celui-ci. Oui, d'accord. Allez-y, maître. Bon, M. Koutoubou Sano l'a dit. Il l'a dit dans un ouvrage. J'ai produit le document au dossier que vous n'étiez pas des hommes libres là-bas. Il a fallu cette médiation. Visiblement, nous n'étions pas libres. Nous savions qu'une fois que nous étions à la clinique, on voulait même nous empêcher de téléphoner. Nous étions bel et bien détenus. Il y avait des gendarmes qui gardaient, qui étaient à la porte. Et nous étions prisonniers. C'est évident. Depuis l'instant qu'on est allé à la gendarmerie, on était en détention. On a reçu quelques petits soins, mais ce n'était pas suffisant. Mais nous étions bel et bien en détention. Très bien. Je voudrais continuer. J'allais passer par rapport au véhicule de M. Abouakar Diakité Ditumba. Lorsqu'il vous a fait embarquer, n'avez-vous pas constaté la présence d'un civil qui occupait le siège opposé à celui du chauffeur qu'on appelle communément côté escroc? Chez nous ici. Non, il y avait quelqu'un dans le véhicule. Vous savez, nous sommes venus de l'intérieur du stade avec Abouakar Diakité Toumba. On est venu avec lui de l'intérieur du stade et on est venu, et quand on nous a embarqués, nous on n'était pas sur la place qui est à côté du chauffeur, il y avait une personne qui était assise là-bas. Je n'ai pas vu son visage, je ne peux pas dire qui c'était. Ok. Mais il y avait quelqu'un. Merci, nous savons. Mais la personne est restée silencieuse pendant tout le temps. Très bien. On ne l'a pas remarqué. Voilà. C'est M. Fromo. C'est lui. Oui. Voilà. Et lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, quand vous voulez sortir, où on vous a réservé un traitement et que vous ne compreniez pas, et puis il a fallu beaucoup de coups de fil pour que vous parveniez à sortir du pays. Est-ce que vous comprenez à présent que vous êtes devenus des personnes non grata dans votre pays suite à ces événements, en dépit de votre qualité de victime? Il est évident que lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, moi j'ai trouvé les collègues Sidia Touré et Jean-Marie Doré à l'aéroport. Quand je suis arrivé, j'ai donné mon passeport à mon chauffeur. D'ailleurs, avant que je donne mon passeport, j'ai vu Sidia et Jean-Marie. Sidia m'a dit, mon frère, on a bloqué notre passeport. Je lui ai dit, peut-être il y a un passeport diplomatique. Il a dit oui. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi je vais avec le passeport ordinaire. Et donc, moi j'ai envoyé mon passeport ordinaire par mon chauffeur, qui est revenu après, tout calme. Il m'a dit, ah, le commissaire, ils ont retiré le passeport. Donc j'ai compris que les instructions avaient été données aux autorités aéroportuaires de ne pas nous laisser sortir. Alors on a essayé de parler avec l'agence parce qu'on nous attendait à Abuja pour le sommet. L'agence a dit qu'ils ne peuvent rien, que ça c'est une affaire interne. Jean-Marie, qui avait ses entrées donc au CAL Faya, a appelé le président du CNDD. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Ils ont parlé, après il a passé Sidia. Nous étions trois, mais moi je n'ai pas parlé avec lui. Les deux ont parlé avec lui. Il était plus familier avec Sidia et Jean-Marie que moi. Donc ils ont parlé avec lui. Et puis je les ai entendus dire oui, on va revenir, on fait le sommet et puis on revient. Donc c'est ainsi qu'il a, je crois qu'ils ont donné des instructions au commissaire de l'aéroport après. Et on nous a remis nos passeports. On est monté les derniers. L'avion était presque prêt. Et donc on est monté dans l'avion, ils sont partis à Abuja. C'est la raison pour laquelle je dis que nous n'avons pas fui Conakry en sortant par nos propres moyens. Non. Nous sommes sortis de Conakry de cette manière. On a reçu les billets de la CEDEAO et on est allé pour le sommet qui discutait justement de la question guinéenne. Et c'est là où les sanctions sont tombées contre la Guinée. Donc quand nous sommes sortis, sachant comment on est sorti du pays, on n'était pas encouragés à revenir. On se disait, mais ces gens-là, certainement, ils ont quelque chose de mal contre nous. Et donc, on est resté. Et c'est ainsi qu'on est allé à Ouagadougou et puis tout le reste. Nous sommes revenus ici au mois de janvier
2010. Okay. Oui. Et pourquoi tous ces temps, en dehors du territoire national, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Nous craignons pour notre sécurité. Nous sommes partis en octobre, on est resté en novembre, et début décembre, quand il y a eu les événements du 3 décembre 2009, nous étions, chacun était de son côté, on avait quitté Ouagadougou. Et c'est après ça, quand il y a eu l'accord de Ouagadougou et que Jean-Marie est allé là-bas avec les autres, parce qu'il y a eu des discussions, et quand on a nommé le général Konaté comme président par intérim, il est venu à Conakry, et avec la communauté internationale, ils ont demandé que les leaders reviennent. Nous n'étions pas les seuls maintenant, parce que d'autres aussi étaient partis, d'autres étaient sortis. Et nous craignons pour notre sécurité. Ils nous ont dit non, on va prendre les mesures de sécurité, on vous affectera de la protection. Et nous, on était à Paris, il y avait Jean-Marie, plutôt il y avait Selouda Diallo, il y avait Sidia, il y avait Alpha, Condé et moi-même. Nous nous sommes retrouvés au restaurant, dans un restaurant, et on a longuement discuté à 4 pour savoir quelle était notre position, quelle position fallait-il prendre. Et on a dit qu'on a des protections ici, mais bon, chacun dans le groupe, certains n'y croyaient pas trop. Et finalement, moi j'ai dit je rentre. J'avais confiance, je suis rentré le premier. Et quand j'arrivais à l'aéroport, on m'a donné des militaires, on m'a donné, je crois, 6 ou 7 militaires comme protection. Et après, je les ai appelés. J'ai dit, je suis arrivé, il n'y a rien. Effectivement, ils nous ont donné la protection. Et entre-temps, le général Sekouba était déjà le président parce qu'il fallait qu'on revienne pour choisir le Premier ministre de la transition. Parce que Jean-Marie n'était pas choisi encore. Il fallait que les forces vives se réunissent pour choisir quelqu'un qui devait être le Premier ministre de la transition. Donc, quelques jours après, M. Alpha Condé est revenu, Sidia est revenu, Seloudal est revenu. C'est à la suite de ça que nous nous sommes réunis pour désigner Jean-Marie comme le Premier ministre de la transition. Je ne sais pas si vous avez suivi avec nous l'une de vos militantes qui vous a d'ailleurs précédé à cette barre, Madame Fatou Yaïbari, qui dit avoir été persécutée. Elle était à tout moment menacée et il a fallu même qu'elle change de domicile. Alors, je ne sais pas si elle vous a fait état de la persécution dont elle faisait l'objet. Je suis parfaitement au courant de ce qui est arrivé à Madame Bari. Elle était une militante active de mon parti. Militante très active. Nous, on l'appelait Madame Diallo, on l'appelait Madame Diallo Babeto. Elle était très active. Et le 28 septembre, je sais qu'elle a reçu beaucoup de sévices. Et même les éclats, il y a effectivement un éclat de balle dans la tête, c'est évident. Nous avons essayé avec Gandhi à l'époque, qui était le secrétaire général du parti, moi j'étais le président, et avec Gandhi nous avons essayé. Même l'ambassade de France, c'est moi qui avais négocié avec l'ambassade de France, parce que l'ambassade de France m'avait dit qu'ils avaient un service qui pouvait nous aider pour les victimes. Parce que la communauté internationale ici était très intéressée à l'affaire des femmes qui avaient été blessées ou violées. Et donc, je me suis adressé à l'ambassade de France. Ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, envoyez-la, on va la soigner. J'ai envoyé Mme Bari effectivement à l'ambassade de France. C'est ainsi que l'ambassade de France l'a prise en charge. J'ai écouté les débats. Elle n'était pas diplomate, mais elle a été prise dans ce cadre-là. Et non seulement elle, mais je dirais aussi que notre monsieur Mamadi Kaba, qui est de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, a joué un rôle très positif pour l'envoi de certaines femmes qui avaient subi des sévices au stade. Et il y avait plusieurs militantes du parti de l'UFDG de mon ami Selouda Diallo et des militantes de mon parti. Je crois que moi, je dois avoir 3 ou 4 personnes dedans. Et donc, le GDH avec la communauté nationale, ils ont aidé. Et moi-même, j'ai contribué aussi pour mes militantes qui partaient, ne serait-ce que pour leur donner de l'argent pour leur séjour. Et donc, on a arrangé pour les envoyer. Madame Diallo a subi des sévices graves et il y a un moment, là-bas, elle avait peur de rester chez elle. Les premiers jours, elle était comme nous-mêmes, parce que comme je l'ai dit le matin, nous-mêmes, on changeait de résidence toutes les nuits. Pendant au moins une semaine, on ne dormait pas chez nous. Et je suis sûr que mes autres collègues faisaient la même chose. Nous avions peur d'être traqués par ceux auxquels nous avons échappé miraculeusement au stade. Ils nous reviennent nous attaquer à domicile. Et donc, Mme Diallo a été sérieusement éprouvée. Et je confirme
tout ce qu'elle a dit. Et jusqu'à présent, malheureusement, nous avons essayé. Ici, ils n'ont pas pu opérer parce que c'est un truc, il faut un neurochirurgien. Et je crois que ce serait très important que cela soit pris en compte. Et comme je l'ai dit ce matin, mon appel à ce tribunal, c'est au-delà des décisions que le tribunal pourra prendre. Il faudrait absolument que le tribunal daigne accepter de donner une compensation importante aux victimes du 28 septembre. Les personnes qui ont été assassinées et les femmes qui ont subi des violences. Je crois qu'une juste compensation ferait justice pour ces dames-là. Elle fait partie de ce lot. Elle a besoin de soins pour faire une intervention chirurgicale, pour lui enlever l'éclat qu'elle a. Elle a les radiographies. J'ai suivi tout. Je connais son état. Je connais très bien son état. Et je crois que c'est un fait malheureux. Elle fait partie des grandes victimes. Et je voudrais dire encore une fois ici, parce que j'ai vu des victimes ici à la barre, elles ne sont pas folles. Elles sont en train d'endurer le traumatisme qu'elles ont subi. Et ça compte. Les femmes sont souvent, il y a des parties de la femme, il y a certains gestes qu'on ne doit pas faire. Et donc, elles ont subi vraiment des traitements inhumains. Et c'est le résultat. Et quand j'ai vu la dame la dernière fois parler ici, moi je connais, parce que mes militantes qui étaient avec elle à Dakar la connaissent bien. Elle a été victime d'atrocités réelles. C'est évident. L'autre a eu le courage de dire ici qu'elle a été violée. La précédente, la première qui est venue. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir ce courage de se mettre devant le public en sachant que ce procès est suivi à la télévision dans le monde entier. Ce courage-là, nous devons l'honorer. Nous devons honorer ce courage-là et faire en sorte que avoir plus de compassion pour ces victimes que de penser que ces dames-là sont des folles. Elles sont loin d'être folles. Elles sont la victime des gestes inhumains qu'elles ont subis. Je souhaite que votre appel tombe dans de bonnes oreilles au-delà de ces tribunaux, puisque tout le monde suit ce procès pour que madame soit prise en charge. Son cas est très préoccupant. Je poursuis. Il y a eu des leaders qui ont été indemnisés. Je ne sais pas si vous en faites partie. Non, moi je n'ai pas reçu d'indemnisation. On me l'avait proposé. Jean-Marie était Premier ministre à l'époque de la transition. Moi j'étais porte-parole des forces vives. Je me suis trouvé un jour dans le bureau de Jean-Marie. C'est lui qui m'a informé qu'il allait indemniser, il allait nous indemniser, moi, pour les montants que j'ai payés pour mon opération et le transport pour aller me faire soigner. Et je lui ai dit non. Mais je ne savais pas le montant qu'il avait donné aux autres, mais moi, je n'ai pas accepté. Je n'étais pas au courant de ce qu'il avait donné aux autres. Mais moi, j'étais dans ce bureau, il me l'a proposé, je n'ai pas accepté. C'est pour des raisons personnelles, je n'ai pas accepté. Et à présent, qu'est-ce que vous sollicitez à titre de dommages et intérêts? Mon appel, je l'ai dit, moi je ne demande rien au tribunal. Je suis ici pour dire que plutôt plaider pour les victimes, les autres, les personnes qui ont subi des sévices graves, les personnes qui ont été assassinées, leurs familles. Je souhaite que le tribunal tienne compte de cela et qu'il y ait une juste compensation pour toutes ces personnes. C'est mon souhait. Moi, je ne demande rien. Je pense que nous devons nous unir pour aider ces personnes-là. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'en étais. Bon, encore une fois de plus, faites un effort. Monsieur Fall, ce micro-là. Parlez dans le micro. Je ne sais pas si ce sont les micros ou bien c'est vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, je vais mettre là.